Son métier, c'est astrobiologiste. Elle recherche la vie ailleurs dans l'univers. À ce titre, elle est chercheuse en chef à l'Institut SETI aux États-Unis et directrice de l'Institut Carl Sagan. Elle a mené des missions à très haute altitude dans la cordillère des Andes à la recherche d'extrémophiles, des organismes capables de s'adapter à des conditions inimaginables et travailler sur les missions martiennes. Dans son dernier livre scientifique, elle examine l'évolution de la vie et de l'environnement sur Terre, mais elle signe aussi son premier roman où il est également beaucoup question de vie extraterrestre et de grands mystères. Je suis Benjamin Péter, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace, et pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Cabrol. Comme à tous mes invités, je lui ai demandé quel était son tout premier souvenir d'espace. Faut remonter le temps un grand bout maintenant, mais le premier souvenir de petite fille, c'est pratiquement bébé en fait, mais c'est ma mère qui me disait que si j'étais sage, dans les nuits de pleine lune, les elfes descendraient de la lune et pour apporter des sucres candis qui étaient ces morceaux de sucre accrochés à des ficelles. Donc ça me faisait déjà beaucoup rêver. L'autre, un petit peu plus tard, c'est bien évidemment Armstrong sur la Lune. J'étais à la maison avec ma maman, j'avais 5 ans, et elle m'a tenu réveillée jusqu'à 3h du matin. On a attendu que la porte du LEM s'ouvre pour le voir descendre. Elle savait déjà que c'était important pour moi. Et donc, malgré que j'étais toute jeune, elle m'a laissé le voir. On a passé la nuit toutes les deux à regarder l'alunissage. Vous avez des images encore de ça ? Absolument. Ouais. Absolument, c'est des images un peu fantomatiques. Et puis, il y a la porte qui s'ouvre finalement. Ça, c'est... Et on avait attendu. Ça prenait un temps incroyable. Bien évidemment, maintenant, je sais pourquoi ça prenait du temps. Ils faisaient leur checklist et ils regardaient que tout allait bien. Et ce qui m'est resté, et même je guette maintenant quand je regarde ces mêmes images, c'est... Alors qu'ils sont arrivés jusque-là, qu'ils savent que tout va bien, le LEM est posé, il y a cette hésitation du dernier instant d'Armstrong avant de franchir le dernier échelon. Et ça m'est resté. Il y a une espèce d'hésitation. Alors, je ne sais pas si l'hésitation, c'était la dernière hésitation de dire c'est pas j'y vais pas, et il allait y aller, mais peut-être de se dire qu'est-ce que c'est que le sol lunaire ? Malgré tout, le LEM était posé, donc il savait qu'il n'allait pas s'enfoncer. Mais il y a cette petite hésitation. Ou alors il réfléchissait à ce qu'il allait dire, je ne sais pas. Alors, dans l'animation L'Aigle s'est posé qu'on fait à la Cité de l'Espace, on explique aussi que le dernier échelon était trop haut. Et c'est aussi une de ces interrogations à ce moment-là. Oui, c'est pas seulement comment descendre, mais comment remonter. Alors sur la Lune, effectivement, il y a beaucoup moins de... et c'était plus facile de sauter, on l'a vu après, même ceux qui sont tombés. Mais effectivement, oui. Comment, du coup, l'espace après est rentré dans votre vie de cette manière-là ? Comment est-ce que ça a dirigé peut-être vos études, votre envie de carrière ? Mon envie de carrière, c'était, je dirais, elle s'est cristallisée à ce moment-là, mais même toute petite, je regardais toujours le ciel, les étoiles, etc. Je voulais être astronome parce qu'à l'époque, l'astrobiologie n'existait pas, bien évidemment. Je suis née... Le programme lunaire existait déjà, mais c'est vraiment le tout début. Et puis, il y a les premières sondes qui partent vers Vénus et vers Mars. Mais là encore, c'est pas ça qui m'a marqué véritablement. Pour moi, c'est vraiment l'homme sur la Lune, parce qu'il y avait des images, mais il y en avait peu pour les sondes planétaires. Et puis, ensuite, il y a... j'ai même pas vraiment le souvenir de Mariner, en fait, Mariner 9. Donc ça, c'est quelque chose qui est passé... Je suis passée un petit peu à côté. Mais ensuite, définitivement, Viking, la mission Viking. Et donc, cette première connexion à Mars... Évidemment, Carl Sagan aussi, qui a dirigé un petit peu la manœuvre avec l'expérience biologique. Mais pour moi, cette volonté de devenir astronome, alors j'étais très bonne à l'école pendant tout le primaire, j'avais aucun problème. Et puis ensuite, quand je suis passée au lycée, au collège, les maths et la physique, c'est devenu un petit peu plus difficile. Donc là, il y a eu des réalités qui se sont imposées parce que les enfants évoluent pas tous à la même vitesse, mais malheureusement, il y a des cours qu'il faut faire et il y a des examens à passer.
Donc ça a été toujours la même passion, mais des chemins de traverse un petit peu pour y arriver. Et puis bien, j'avais quand même un an d'avance au lycée. À 17 ans, je me suis dit, il me faut un bac. Donc dans les faits, j'ai un bac philo, j'ai pas un bac de sciences. Et la chose qui est un petit peu drôle, et ça résume assez bien ma vie, je dois dire, c'est que j'ai eu le bac philo grâce aux maths. J'ai une très très bonne note, j'ai eu 19 sur 20 au bac, il y avait beaucoup de statistiques, et encore une fois, pour quelqu'un qui n'était pas bonne en physique ou quoi que ce soit, j'étais bonne là où les autres n'étaient pas bons. C'est-à-dire qu'apparemment, mon esprit, mon cerveau allait très bien avec les statistiques, ce genre de maths, et en biologie, alors que tout le monde crachait crachait dans le sens anglais, ça veut dire avait des difficultés avec la génétique. Pour moi, ça marchait très bien, mais évidemment, c'est des stats aussi. Alors, il y a eu cet aspect qui était très très drôle. J'ai eu une note assez banale en philo qui avait un coefficient 4 ou 5, je sais plus, donc ça aidait pas pour le bac. Mais par contre, j'ai eu une très très bonne note en statistique, et puis j'ai eu des bonnes notes ailleurs, etc. Donc j'ai eu en fait le bac philo grâce aux stats, et puis j'ai fait une double mention puisque j'avais une année d'avance à une époque où ça se faisait pas, et j'ai raté mon bac scientifique à cause de la philo. Alors à ce moment-là, j'ai dit bon, ok, faut être sérieux. Enfin, j'ai été sérieuse, bien évidemment, mais j'ai dit il faut que je prenne une direction, et puis on verra. Donc je voulais pas faire les concours, mais je voulais me donner une méthode, donc j'ai fait une hypocagne, c'est-à-dire une prépa. Et ça a été une très bonne décision, parce que là j'ai rencontré un prof de géologie, géographie physique, qui a commencé à montrer qu'on peut étudier des planètes, à commencer par la nôtre, climatologie, hydrologie, ce genre de choses. Et ça me plaisait bien, et je réussissais très bien. C'est pas à la mode à l'époque d'étudier notre planète, forcément. Non, mais c'était de la géographie et la géographie physique. C'était plus la géographie économique qu'on apprenait au lycée, qui était un petit peu rébarbatif. C'est pas tellement drôle d'apprendre l'économie de marché de la Russie ou des États-Unis. Et bon, d'accord. Il y en a que ça passionne, mais c'est vrai que oui, pour les gens qui vont faire de l'économie ensuite, pourquoi pas. Moi, je l'ai fait. J'ai pas eu des mauvaises notes, mais ça me passionnait pas vraiment. Et là, d'un seul coup, c'est les processus physiques. C'est apprendre une planète et comprendre comment une planète se forme, comment elle s'érode, comment le climat joue, etc. Ça m'a absolument fasciné. Et le prof que j'avais, c'était Jean-Pierre Alix, qui était un énorme ponte. Et il était absolument passionné. Lui pensait que je voulais faire la prépa et la grègue, etc. Donc, pratiquement tous les mois, j'avais les cours à préparer pour le restant de la classe, quoi. Et puis, quand je lui ai dit que je voulais pas du tout faire ça, je voulais simplement mon équivalence de première année à l'université, il était un petit peu déçu. Mais bon, c'est comme ça que je suis rentrée à Nanterre, dans un labo qui était le labo de Henri Elahi, donc quelqu'un du cru, dirigé par Gérard Soutadé, un autre enfant du pays, et ici de la région de Toulouse. Et donc, on s'entendait très bien. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais mon nom Cabrol, ils sont de Mazamet. J'ai jamais mis les pieds. Si, j'ai mis les pieds à Mazamet, mais je connais pas cette partie de la famille du tout, en fait. Mais donc, j'étais très bien dans un laboratoire de géographie physique. Et là où c'était passionnant, c'est qu'on travaillait à ce moment-là directement avec le ministère de la Recherche et de l'Environnement, où on faisait des dossiers d'études de risques naturels. Et Gérard nous emmenait là dans les Pyrénées pour faire des études. Il nous a montré sur le terrain comment reconnaître les avalanches, les crues anciennes, etc. Alors j'ai toujours le souvenir d'un couloir d'avalanche qui était cicatriciel. En fait, on voyait les arbres qui commençaient à repousser, mais on pouvait voir le couloir d'avalanche. Et puis quand on suivait le couloir d'avalanche, il y avait un lotissement qui se construisait juste au bout. Alors, c'était... Et aussi voir les villages anciens qui étaient bien perchés sur les lits majeurs, au-delà des lits majeurs des rivières. Donc, pour moi, ça a été... j'avais trouvé en quelque sorte le premier endroit, après toute ces contours et ces détours dans mon éducation, un endroit où je me sentais enfin
chez moi, à votre place. À ma place. Et j'aurais certainement été très bien, je pense, si Gérard avait pas eu la bonne idée. C'était un mardi, en fait, c'était au mois de mai en 1985. Et j'étais prête à signer en fait un mémoire de maîtrise avec lui. Il devait être mon prof de maîtrise pour mon sujet de thèse. Et évidemment, j'embêtais tout le monde avec l'astronomie. J'avais toujours des magazines, je parlais des dernières découvertes, des dernières ceci, dernières cela. Je cassais les oreilles à tout le monde. Mais il savait que j'étais passionnée par ça. Mais dans ma tête, moi, je m'étais dit, je ferais ça à côté. Enfin, j'avais décidé que quelque loisir, part, quoi. oui, en amateur, ouais. Comme on pouvait faire. Et c'est là que ce lundi-là, il me dit, bien écoute, j'ai un collègue, André Cailleux, qui était un énorme ponte aussi de la géologie française et internationale. Et il était professeur émérite à ce moment-là. Et il m'a dit, je crois qu'il commence à s'intéresser à quelque chose qui s'appelle la planétologie. Il dit, ça date de la géologie des planètes, je sais pas bien ce que c'est. La discipline n'existe quasiment pas à l'époque. Elle démarre complètement en France. Il est le premier. Il est pas le pseudo-patron parce que de par sa carrure, c'était de toute manière le maître incontesté de la géologie en France. Mais il était déjà âgé à l'époque. Et donc, il me dit, si ça t'intéresse, je peux vous faire une rencontre à tous les deux et puis vous pourrez discuter. Je dis oui, d'une manière complètement distraite en fait, parce que moi j'étais à préparer mon sujet de maîtrise et à préparer l'administration pour m'enregistrer. Et puis il revient le lendemain, il me dit écoute, j'ai pu parler à André, vous voyez, il t'attend à l'observatoire de Meudon jeudi. Pourquoi pas ? C'était sympa. J'avais déjà été à l'observatoire de Meudon des années plus tôt. Je ne sais plus si j'avais 15-16 ans à l'époque, pour rencontrer Pierre Colère, qui était astronome là-bas, et qui faisait aussi du journalisme scientifique sur RTL. On s'était contactés, c'est une histoire un petit peu longue, mais bon, j'avais déjà été à l'observatoire de Meudon, et j'étais contente d'y retourner. C'était beau, c'était un bel endroit. Et une belle lunette, et puis... Oui, j'arrive à 9h le matin au bureau de Audouin Dollfus, c'était lui qui avait le laboratoire, Cailleux était un collègue à lui, et puis on commence à discuter, on a une première réunion dans le bureau de Dollfus, qui me présente un peu son laboratoire, ce qu'ils font, etc. Et puis quand on a eu terminé avec Dollfus, André Cailleux m'a emmené dans la salle de conférence et il commence à déplier devant moi des cartes mosaïques de la mission Viking. Et puis il m'expliquait ce qu'il faisait au laboratoire. Il y avait un étudiant donc qui était déjà là, qui commençait lui sa maîtrise à l'époque, et il me disait au laboratoire on s'intéresse à la glace et à l'eau sur Mars, et il commence à me déplier les trucs comme ça, et moi je trouvais ça très, très beau en fait, c'était quelque chose. Alors je regardais ça, j'étais évidemment très intéressée, mais je discutais avec lui, et puis dans l'après-midi on continuait de parler, et il me sort à nouveau une carte et il me demandait qu'est-ce qui vous intéresse plus, vous êtes plus intéressé par l'eau, et sortant d'une année, de plusieurs années en fait, avoir travaillé avec Alix sur l'hydrologie et puis ma licence à Nanterre, j'ai dit moi ce qui m'intéresse c'est de connaître un petit peu l'histoire de l'eau, les lacs, les choses comme ça, et il me sort une autre carte avec une énorme vallée, apparemment une ancienne vallée asséchée sur Mars qui débouchait dans un grand cratère d'impact. Et puis il dit donc ça vous intéresserait de faire votre sujet de maîtrise là-dessus? Moi je le regarde. J'étais pas du tout préparée à ça. Pour lui, j'étais venue, je sais pas ce qui s'était raconté avec Gérard, mais apparemment, j'étais pas dans la discussion. Et dans les faits, je suis redescendue de l'observatoire de Meudon 9 ans plus tard avec une maîtrise et une thèse de doctorat en géologie planétaire. Au moment où j'avais décidé de véritablement me laisser porter par le flot, c'est là où mon rêve m'a rattrapée. D'une manière que je pouvais aborder, parce que à l'époque, j'étais toujours pas très costaud en maths et en physique, ça m'intéressait toujours, mais je ne la pratiquais pas plus que ce dont j'avais besoin. Mais par contre, cette approche de la géologie planétaire, c'était naturaliste, et ça, je pouvais le faire. C'est donc comme ça que j'ai commencé en géologie planétaire. Donc c'est une rencontre
quasiment fortuite qui vous amène ici. On peut appeler ça comme ça. Il y a des rencontres dans mon existence qui m'ont aiguillée de cette manière-là, mais en particulier, 85, j'ai rencontré Cailleux, mais si on peut regarder l'année suivante, pour moi, en 86, Cailleux était de fait mon directeur de thèse de maîtrise. Et ça a été un privilège immense parce que c'était quelqu'un d'absolument incroyable. Et en plus, on s'entendait très bien. Tant qu'il a été là, pour moi, toutes les choses allaient bien. Donc, je passe ma thèse de maîtrise en juin 86. Le 10 novembre, je pense que c'était le 10 novembre 86, il y a ma rencontre avec Carl Sagan à Paris, au DPS. Et c'est si tôt que ça. Et 11 jours plus tard, je rencontre celui qui allait devenir mon mari. C'était mon année 86, les 3 mois dans l'année 86, où il y avait vraiment beaucoup de choses qui se sont décidées pour moi, même si tout n'était pas évident à ce moment-là. Avoir ma maîtrise, déjà être à l'Observatoire de Meudon en 86, pendant l'opposition de Mars, la plus grosse en fait du siècle, que j'ai passé à observer à la grande lunette. J'ai appris à observer à la grande lunette. Je faisais comme Antoniadi, je dessinais à Mars à la grande lunette. Et c'est quelque chose qui est historique, c'est quelque chose qui est... Alors je courais entre les coupoles, entre celle de la grande lunette et puis le télescope de 1 mètre. Et puis d'un seul coup je m'arrêtais, puis je regardais autour de moi, non seulement alors Mars haut dans le ciel bien évidemment, que j'étudiais moi sur des images, mais maintenant que je voyais haut dans le ciel, et puis aussi cet endroit, cette colline avec des coupoles de télescopes partout. Et d'un seul coup j'étais au cœur de l'astronomie française. Alors que j'avais quelque part pas laissé tomber l'idée mais j'avais décidé que peut-être cette porte qui se fermait devant moi quand je voulais faire de l'astronomie, c'était pas vraiment une porte qui se fermait, mais c'était un panneau indicateur pour me montrer la voie que je devais suivre. Et à partir de là, tout s'est enclenché. C'est l'année de la comète de Halley aussi, non ? C'est la comète de Halley aussi. Ouais. Donc oui, que de signes. On peut voir ça comme ça aussi. Franchement, il y a des fois quand je me retourne sur ce chemin, il y a des choses que je me dis mais c'est incroyable. Et je crois fondamentalement que quand on décide de faire confiance à la vie, il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place. Vous en avez parlé de Carl Sagan. Quel vulgarisateur et puis quel évidemment immense scientifique. Qu'est-ce que vous gardez de cette rencontre déjà, puis après qui a poursuivi, puisque même aujourd'hui vous êtes directeur de l'Institut Carl Sagan. Comment est-ce qu'il était et qu'est-ce que vous retenez de lui ? Alors la chose que je dis souvent quand on me pose cette question, d'abord il y a qui il était qui était reflété par la manière dont cette rencontre s'est produite. Quand j'ai eu ma maîtrise, donc en 86, mon directeur pour la maîtrise m'a dit « T'as pas encore beaucoup de résultats, mais ce serait peut-être bien pour ton expérience que tu participes à une conférence internationale pour voir ce qu'est le métier de chercheur en fait, et puis parler à des collègues, commencer à bâtir des réseaux. Je présentais rien, mais simplement il m'a invité à venir et puis à observer des sessions. Alors quand il a fait ça, ça, bien évidemment, dès qu'il a eu le programme, qu'il a reçu le programme, j'ai regardé le programme pour savoir à quelle session je voulais aller. Bien évidemment, Mars, ça occupait Mars Voyager, tout ça, ça occupait mes pensées. Et puis dans les participants à la conférence, d'un seul coup, je vois le nom de Carl Sagan. Évidemment, Carl était partout à la télé à ce moment-là avec Cosmos. C'était vraiment incroyable pour moi. Et puis, dans les informations qu'il y avait, sur l'article qu'il avait produit pour la conférence, il y avait son adresse email. Alors je me suis dit, qui risque rien à rien. Je retourne à l'ordinateur qu'il y avait dans le labo, parce qu'à cette époque-là, il y en avait peut-être 2 ou 3, c'était pas encore... Je m'installe là, et je commence à envoyer un email, et je me suis dit, après tout... Cher Monsieur Sagan, docteur Sagan. J'aime beaucoup ce que vous faites. Je me présente, je lui dis, voilà, je suis étudiante, je viens d'avoir ma maîtrise en planétologie, j'aimerais faire le métier que vous faites. Est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques questions que je voudrais vous poser ?
Et j'envoie ça, et bien sûr, j'oublie absolument tout de ce message parce que je me dis, je suis en France, je suis une étudiante, il a autre chose à faire. 2 heures plus tard, je reçois une réponse de Carl Sagan. Alors là, déjà, j'étais... quand j'ai vu le email avec son nom, c'était, pour moi, c'était extraordinaire. Et je me serais contentée de lui me disant, j'ai pas le temps. Oui, c'était déjà une réponse. C'était déjà une réponse. Et donc, moi, j'aurais pu crâner avec, en imprimant le papier en disant j'ai un mot de Carl Sagan, même si c'était pour dire non. Oui, on l'encadre. Alors, absolument. Et là, il me dit par ordinateur, c'est toujours un petit peu plus long, mais je serai à la conférence, vous y êtes aussi. Pourquoi on ne se parlerait pas ? Et moi, je commence à me pincer. Il me donne rendez-vous pour le rencontrer. Donc, c'était à la Porte-Maillot à ce moment-là. Et il me donne rendez-vous pour le voir. Il me dit, on peut se voir avant la session, entre 1h et 2h. C'était difficile pour moi de ne pas croire que je rêvais quelque part, parce que... Mais j'ai appris plus tard que, bien que Carl pouvait être difficile parfois avec ses collègues, il avait une patience absolument infinie pour les étudiants. Et n'importe qui l'a rencontré à ce moment-là, en tant qu'étudiant, dit la même chose. Absolument la même chose. Alors, ma première pensée, j'attendais Carl en haut de l'escalier, et puis il a fini par arriver à l'heure, absolument à l'heure. Et je le vois monter avec le même manteau exactement. Il est photographié avec la maquette de la sonde Viking à l'époque. C'était exactement le même manteau. Je le vois arriver en haut de l'escalier, et la première pensée que j'ai eue, c'est: il n'est pas aussi grand que je croyais. Parole historique. Parce que je le voyais à la télé, j'avais voilà, Minette de 23 ans qui regarde Carl Sagan et puis qui dit tiens. Alors évidemment, le fait qu'il n'était pas si grand que ce que je croyais, ça a vite disparu après qu'on se soit assis. On s'est installé dans une pièce et puis on a commencé à parler de la recherche. Et dans toutes les choses qu'il m'a dites, je ne sais pas s'il avait déjà perçu la personne que j'étais, même aussi jeune, mais il me disait: ne laisse jamais qui que ce soit te dire qui tu dois être ou ce que tu dois faire. Pour moi, c'était déjà bien dans mon ADN de toute façon. Et ça s'est vérifié dans les années qui ont suivi après la disparition d'André Cailleux, parce que j'ai dû faire face à un petit peu plus de difficultés. Mais... c'était en clair son message. Et bien sûr, il m'a parlé de Mars. Bien sûr, il m'a parlé de ces choses-là. Mais dans l'heure qu'on a eue, c'était surtout pour m'encourager à être honnête avec moi-même dans ma démarche. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il peut être fier. Et puis ensuite, je ne l'ai plus revu ensuite. J'ai poursuivi, bien entendu, mes recherches, et puis j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai vu ce qu'il publiait, mais on ne s'est plus jamais rencontrés après. Par contre, un peu plus de 8 ans plus tard, j'ai débarqué à la NASA, et puis les choses se sont enchaînées. Je suis arrivée à la NASA au tout début de l'astrobiologie, en tant qu'astrobiologie, parce que bien entendu, ça existait déjà sous d'autres noms, sous d'autres formes, mais c'était pas une forme qui était organisée encore. En 96, la NASA a organisé l'Institut d'astrobiologie. Il devait y avoir quelque chose presque d'un peu farfelu à l'époque quand on dit je cherche la vie ailleurs dans l'univers. Enfin, je pense que ça devait être surprenant quand on en parle aux Non, pas du tout, parce que cette notion de penser à la vie ailleurs dans l'univers, vous trouvez les premiers textes, en fait, 500 ans avant Jésus-Christ. Oui. Les Chinois en parlent, les Grecs en parlent, les Indiens en parlent. Vous trouvez ça dans des textes de civilisation, pas nécessairement des textes spirituels ou religieux, mais des textes philosophiques. Ça parcourt l'histoire de l'humanité. C'est des questions qui ont toujours été présentes. Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers ? Alors ensuite, on peut l'aborder du point de vue scientifique. On peut l'aborder du point de vue religieux ou philosophique ou spirituel. Mais ce sont des questions qu'on se pose à partir... Alors évidemment, il y a des dogmes qui se sont imposés dans les différentes civilisations au cours du temps qui ont empêché un petit peu cette idée de germer. Il y a des gens qui ont eu beaucoup d'ennuis. Demandez à Giordano Bruno qui, lui, commençait à parler de la pluralité des mondes habités. Ensuite, il y a d'autres philosophes qui ont pris la suite. Il y a Kant, il y a bien d'autres personnes. Mais
à partir de la fin du 19e, avec Schiaparelli, qui commence à avoir des canaux à la surface de Mars. Et là, je parle de Mars, mais il y a d'autres chercheurs ou scientifiques qui parlaient en général de l'univers. Mais Mars, ça devient la chose intéressante, parce que là, on a des télescopes, c'est assez près, on peut voir ces drôles de traits, enfin en tout cas de lignes à la surface de Mars qui s'entrecroisent, en tout cas c'est ce qu'on croit. Lowell reprend ça aux États-Unis, il y a un engouement pour Mars. Alors en fait aujourd'hui on sait ce que c'est, mais à la même époque vous avez, donc Lowell écrit les livres sur les canaux de Mars. Et ça commence à faire rêver pas mal de monde. Wells arrive avec la guerre des mondes. Alors d'un seul coup, oui, il y a cette mythologie qui s'installe. Les grandes lignes sur Mars, ce sont des canaux. La planète est rouge, donc ça doit être un désert. On voit des calottes polaires qu'on connaît depuis bien longtemps, en fait. Et alors, ce qui se passe, bien évidemment, c'est que les Martiens, ils essayent d'amener l'eau qu'il y a aux calottes polaires vers l'équateur, parce que leur planète est en train de devenir un désert, et ils essayent de créer des oasis. Il y a toute déjà cette pensée complètement géocentrique et anthropocentrique, mais dans les faits, quand les premières missions marinaires partent pour Mars, au début des années 60, il y a l'idée, pour beaucoup encore, qu'on va découvrir des cités et des dômes en cristal à la surface de Mars, qu'il y a une civilisation là-bas, très entretenue par Wells, évidemment, et la guerre des mondes. Et puis, quand les premières images des premiers marinaires sont renvoyées à la Terre, il y a beaucoup de déceptions, parce que ça ressemble furieusement à la Lune, parce que la résolution est pas bonne à ce moment-là, jusqu'à Mariner 9. Et Mariner 9, on tourne enfin la page, où Mars se réapproprie ce mythe, mais c'est plus un mythe, c'est un mythe scientifique de cette planète était habitable par le passé. Est-ce qu'il y avait la vie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc c'est plus un mythe, ça redevient une réalité scientifique. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. Donc, mais ce que j'aime beaucoup avec Mars, c'est qu'elle a gardé littéralement le voile sur ce qu'elle était véritablement. Pendant 3 mois, Mariner 9 est arrivé dans une tempête de poussière effroyable. Elle a duré 3 mois, ce qui fait que l'orbiteur a tourné pendant 3 mois, en attendant que ça passe. Et puis d'un seul coup, le voile a commencé à se lever, et là on a découvert des volcans, on a découvert des anciens chenaux, on a découvert des calottes polaires, des dunes. Et je dis souvent, on n'a pas besoin d'inventer des mots pour décrire Mars. C'est des paysages qui sont extrêmement familiers, qu'on peut comprendre en tant qu'humain. C'est pas quand on vous dit sur Titan vous avez des lacs et des mers de méthane liquide ou d'éthane liquide. Les dunes, il y a des dunes, on emploie les mêmes mots. Elles sont pas faites de sable et de silice, elles sont faites de molécules organiques. Il pleut des molécules organiques sur Titan. C'est un monde un petit peu alien, enfin beaucoup. Mais Mars, non. Non, c'est une espèce de terre au frigidaire, une terre qui a perdu son habitabilité. Comment comprendre ça ? Et là, d'un seul coup, ça devient un objectif scientifique très important, parce que quelque part, elle est si proche de notre planète qu'on peut se dire, le passage de la chimie prébiotique à la vie sur Terre, le témoignage de cette époque-là, il a disparu. Il a disparu à cause de la tectonique des plaques, à cause de l'érosion, etc. Il y a très peu, en fait, de vieux socles, de vieux cratons sur Terre qui datent de 3,9 milliards d'années, 4 milliards d'années. C'est vraiment résiduel. Donc, vous dites dans votre livre qu'il y a vraiment certains endroits où on peut remonter au-delà de 4 milliards d'années, oui, mais c'est vraiment très, très résiduel. C'est complètement résiduel et c'est très difficile. Et en fait, voilà, c'est des petits cristaux tout petits, mais qui racontent une histoire formidable. Tandis que sur Mars, vous avez des plateaux entiers couverts de roches qui sont aussi vieilles que ça. Donc ça peut nous servir de pierre de Rosette pour bien des raisons. Alors justement, je parlais de votre livre, donc Chronique d'une planète habitée, dans lequel vous posez les 3 questions en fait qui vous occupent tous les jours. C'est-à-dire, qu'est-ce que la vie ? Comment est-ce qu'elle a évolué ? Et puis, est-ce qu'elle est présente ailleurs dans l'univers ? C'est ça, en fait, les 3 grandes questions ? Il y a ces 3 questions. Le cœur de Chronique d'une planète habitée, c'est évidemment qu'est-ce que nous apprend la recherche planétaire sur notre planète et sur notre place sur notre planète. Ça parle de la coévolution de la vie et de l'environnement, et vu sur notre planète, mais aussi sur justement cette limite de l'habitabilité. Qu'est-ce qui fait que Mars est devenu un désert ? Elle a perdu l'eau. Qu'est-ce qui fait que Vénus a un effet de serre ?
qui est tellement important et qui nous montre une planète qui aujourd'hui a une pression de 93 fois la pression atmosphérique avec une température de 450 degrés. Donc tout autour de nous, on a un laboratoire naturel qui éclaire un petit peu ce qui pourrait se passer. Des trajectoires qu'on pourrait finalement suivre avec la Terre si on n'y prête pas attention. Quand on regarde Mars ou qu'on regarde Vénus, on regarde peut-être... on regarde nous-mêmes, en fait. On regarde des trajectoires possibles. Et donc, c'est une source d'enseignement. Je dis toujours, l'exploration spatiale, bien sûr, on apprend beaucoup de choses sur notre voisinage planétaire, mais ça nous renseigne aussi étonnamment sur qui on est et comment... vivre avec notre planète dans un équilibre un petit peu plus stable que ce qu'il est à l'heure actuelle. Vous dites la vie n'est pas apparue sur Terre, mais elle en est issue, c'est-à-dire que l'évolution de la planète et l'apparition de la vie sont intrinsèquement liées, c'est ça que vous expliquez ? Ça part de la constatation, en fait, qu'il y a plusieurs constatations. On peut aborder la recherche de la vie dans l'univers sous forme d'environnement favorable. C'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a notre modèle, c'est-à-dire qu'on cherche des endroits, des planètes ailleurs, même les exoplanètes, ou des environnements dans le système solaire, où vous auriez de l'eau, de l'énergie, des nutriments, des sources de carbone et des abris. Ça, c'est un petit peu la recette pour trouver la vie sur Terre. Mais si on suit ce schéma, ça veut dire qu'en fait, on s'enfile dans un entonnoir qui va nous faire chercher la vie telle qu'on la connaît, dans des environnements qui sont semblables, qui ne sont pas nécessairement identiques. C'est impossible d'avoir un environnement identique à la Terre, mais qui sont assez semblables pour que la vie telle qu'on la connaît puisse exister. Donc, il y a cette première chose. L'autre, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle la recherche de la nature de la vie, et pas simplement de dire dans quel environnement elle apparaît, mais qu'est-ce qui fait que quelque chose passe d'une masse inerte à quelque chose de vivant ? Je vous rappelle qu'on n'a pas de définition pour la vie, on ne sait pas ce que c'est. Mais le plus on regarde le côté physique et biophysique de la vie, on ne pense pas en fait qu'il y a une démarcation. Mettre une démarcation, ça n'a pas de sens. Où vous la mettez, hein ? Donc on pense plutôt à un continuum, à un processus. Et il y a des chercheurs à l'heure actuelle qui ont repris les travaux de Schrödinger en 1942, qui se posaient la même question, qu'est-ce que la vie ? Et qui l'abordaient d'une perspective biophysique et de physique quantique, en fait, et qui nous disent que la vie n'est pas une chose, parce que nous, on conçoit la vie comme une chose. C'est une chose qui bouge, c'est une chose qui a un métabolisme, qui transforme son environnement, etc. Mais en fait, un processus. Il y a quelque chose qui, d'un seul coup, fait que cette matière inerte fait quelque chose de différent. Non seulement elle interagit avec son environnement, mais elle le transforme d'une manière qui semble favorable à la circulation de l'information et de l'énergie qui est nécessaire non seulement à sa survie, mais aussi au passage de l'information pour la génération suivante. Et donc, ces chercheurs, à l'heure actuelle, pensent que, quand on le regarde de cette façon-là, la vie est le résultat inévitable de la thermodynamique. Parce que c'est le meilleur moyen de combattre l'entropie, de combattre le chaos. Alors, dans ce cas-là, moi, j'aime mieux cet aspect. C'est pas contradictoire, parce qu'il y a sûrement des environnements qui sont plus favorables, justement, à cette production d'énergie et de déséquilibre et des choses dont la vie a besoin. Mais quand vous regardez ça, ça nous donne enfin des signature possible, universelle pour chercher la vie ailleurs, parce que il n'est pas dit que simplement la vie apparaîtra dans des endroits où il y a de l'eau, mais où vous avez des déséquilibres thermodynamiques, par exemple, c'est beaucoup plus porteur, à mon avis, ça ouvre beaucoup plus de choses. Alors en ce moment, on a vraiment ces deux recherches parallèles qui se parlent, malgré tout, elles ne sont pas opposées, pour essayer de trouver la vie dans l'univers. Mais le fait que la Terre, du coup, en tout cas que la vie ait pu être engendrée ici sur Terre, est-ce que ça accrédite pas l'idée un peu de la Terre rare ? Alors, il y a deux choses. Et pour finir, puisque... Elle pourrait avoir... pourrait être... Pour finir, donc, la pensée, c'est de dire que dans les faits, quand je dis que je ne veux pas dire que la vie est apparue sur Terre et qu'elle en émerge, c'est simplement parce qu'aujourd'hui, on sait, tous les astéroïdes, toutes les comètes qu'on peut étudier, on a trouvé absolument toutes les briques de la vie
y compris ce qui fabrique notre ADN, dans ces objets qui semblent être des objets sans grand intérêt, mais qui en fait tous contiennent toutes ces briques. Dans Ryugu, dans Bennu, effectivement. Voilà, et on a trouvé, sans compter le nombre, je ne sais plus si c'est 20 000 molécules de carbone et quelque chose comme ça. Et donc, quand les planètes se forment, elles se forment par la collision d'astéroïdes et de comètes. Ça veut dire que les briques de la vie sont déjà contenues dans ces planètes en formation. Alors ensuite, effectivement, l'environnement va jouer probablement pour créer ces déséquilibres qui fait qu'en d'un seul coup, vous avez quelque chose qui passe de l'inerte au vivant. Mais c'est pas en fait d'un seul coup, c'est pas la bonne formulation. C'est un continuum. Il y a quelque chose qui passe et qui fait qu'à un moment ou à un autre, l'information et l'énergie sont gérées de manière différente. Il y a un chiffre, moi, qui m'a fasciné dans votre livre et qui a créé un sentiment d'urgence. C'est que vous dites que les premiers signes de la vie, effectivement, peuvent être un peu repérés sur Terre il y a à peu près 4 milliards d'années. Que dans 1 milliard d'années, pour nous, c'est terminé pour toute forme de vie de toute façon, puisque le Soleil aura pris trop de place, ce sera au maximum. Donc on est à 80% finalement des possibilités de la vie. Alors il reste un bon milliard d'années, mais malgré tout, ça crée presque une panique de se dire qu'on est à la fin. Il n'y a pas de panique parce que lorsque vous regardez ce qui se produit... Voilà, on est au crépuscule, quoi. Oui, mais quand vous regardez ce qui s'est passé, la vie en fait émerge immédiatement. Une fois que les premières traces dans ces zircons, donc c'est pratiquement immédiatement après que la croûte terrestre se soit refroidie. Ouais, c'est contre-intuitif parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas ça. Non, et ce qui veut dire qu'en fait, je dirais que ça conforte l'idée que ça fait partie du processus planétaire. Mais quand vous regardez ce qui se produit en l'espace de tellement peu de temps. Bien entendu, il a fallu quand même pas mal de temps. Il a fallu environ 3 milliards et demi d'années pour qu'on arrive d'un seul coup au règne animal. Comme on les connaît, la révolution cambrienne, c'est il y a entre 500 et 800 millions d'années où d'un seul coup, vous avez tous les grands animaux qui commencent à se former. Mais si vous regardez les 10 derniers millions d'années, ce qui est très très peu de choses à l'échelle de la chronologie terrestre, eh bien, vous avez des primates qui, d'un seul coup, pour une raison qu'on a encore à comprendre véritablement, probablement parce que ils ont commencé à se déplacer et à avoir des défis environnementaux qui étaient divers, et donc ils ont dû s'adapter plus rapidement. Eh bien, vous passez d'une intelligence déjà qui était assujettie à la nature à une espèce qui commence à prendre le contrôle de son environnement. Ça, c'est venu très vite. C'est venu très vite. Et qui en oublie aujourd'hui peut-être qu'elle est issue de la nature. Complètement. Et c'est pour ça que je dis dans le livre, on a créé un technosystème et qui a en fait le reflet exact. Quand vous regardez toutes les structures, ce qui est fabuleux d'ailleurs quand on pense à l'origine ou même à la nature de la vie, parce que ce technosystème est le reflet pratiquement exact de l'écosystème. Vous prenez une ville, vous prenez une maison, vous prenez la manière dont on gère la planète à l'heure actuelle, ce sont les mêmes schémas qui se répètent. Donc en nous, on porte les schémas du vivant et de ce qui se passe, de la manière dont on fait circuler l'information, dont on fait circuler l'énergie. Vous regardez le schéma d'une ville, vous trouvez toujours un endroit où vous pouvez stocker la nourriture pour le métabolisme. Vous avez des endroits où il y a de l'information, vous avez les grandes artères pour faire circuler tout ça. C'est le reflet de ce qu'on est à l'état cellulaire. Et c'est même ce qu'on a cherché sur Mars, comme vous disiez tout à l'heure, quand on a cherché les canaux. Ouais. Voilà. Et bien entendu, parce qu'on est fabriqué comme ça. Mais si vous prenez ce technosystème, c'est le reflet de l'écosystème, mais il est tellement bien fait qu'aujourd'hui, on a le sentiment de pouvoir vivre à l'intérieur de manière complètement indépendante, sauf ce qu'on oublie, c'est que pour maintenir ce technosystème, on doit toujours prendre les ressources sur l'écosystème. Et c'est là que le déséquilibre devient très très important. Parce que, non, on n'est pas indépendant. Oui, vous prenez même l'exemple de l'eau en disant on en oublie quand on boit un verre d'eau que tout le trajet qu'a fait cette eau avant, dans les comètes, ou en tout cas dans le fin fond de l'univers. Probablement les dinosaures l'ont bu aussi. Voilà, et le trajet qu'elle fera après, en fait, après nous. Après nous, sous forme de molécules à nouveau reversées dans l'univers. C'est un cycle pratiquement sans fin. En tout cas... On en est un réceptacle temporaire. Temporaire, absolument. Qu'est-ce qui fait que
on peut justement, vous dites cette phrase-là, comment on peut ramener la terre dans le mot terrien, dans le fait que nous sommes des terriens. Comment est-ce qu'on peut, quel conseil on peut donner aux gens qui nous écoutent? Ça reprend l'idée de l'unité du tout. Mmh. Il n'y a pas. Il ne faut pas se dissocier de ce qu'on... Exactement. C'est pour ça que j'utilise toujours, enfin souvent en tout cas, des mots comme inséparable ou les mots comme coévolution. En fait, l'astrobiologie ne cherche pas la vie ailleurs dans l'univers. Elle cherche les signatures d'une autre coévolution. Comme on disait, la vie a émergé de la Terre. La planète elle-même donne l'enveloppe physique et chimique qui va permettre à un certain type de vie d'apparaître. Sur Terre, on a une énorme biodiversité, mais elle est quand même bien canalisée dans des contraintes physiques et chimiques. On ne peut pas avoir de la vie à 6000 degrés sur Terre. On a des extrémophiles qui sont contents dans de l'eau proche de la température d'ébullition. Il y en a qui vivent dans des domaines très froids aussi, ou sous la Terre, etc. Mais ça reste quand même dans une enveloppe physique et chimique. Par contre, quand la vie est apparue, du moment où elle est apparue, elle a modifié complètement son environnement. Il y a peu de gens qui savent que 30% des minéraux sur Terre n'existeraient pas si la vie n'existait pas. L'atmosphère qu'on respire, c'est pas la planète par elle-même. La vie l'a modifiée. Alors, les cycles astronomiques, les événements de l'environnement, comme les grosses éruptions, des choses comme ça, modifient l'environnement, ce qui force la vie à s'adapter. Mais la vie par elle-même, elle modifie elle-même l'environnement. On en est une forme extrême à l'heure actuelle. Et n'importe qui dit qu'on n'a pas d'influence sur l'environnement ou sur le climat, je veux dire, c'est tellement facile à démontrer que c'est en fait le cas. On est en train de transformer l'atmosphère. Je ne parle même pas des gaz à effet de serre. Il suffit simplement de regarder les isotopes, les formes de carbone. C'est toujours du carbone qu'on a dans notre atmosphère. Simplement, le carbone industriel n'a pas du tout les mêmes isotopes. La signature de l'activité humaine, elle est là, dans notre atmosphère. Donc, c'est clair, c'est absolument clair l'impact qu'on a sur notre planète. Et on peut se mettre la tête dans le sable. Dans ce cas, pourquoi pas? On aura été une expérience intéressante qui aura duré 10 millions d'années sous sa forme la plus primitive. Mais les dinosaures ont duré 200 millions d'années. Ils étaient beaucoup plus adaptés, sauf à la fin, à leur environnement. Mais comme vous disiez, il nous reste 1 milliard d'années, donc il y a encore de la place pour une expérience différente. Oui, peut-être une autre espèce qui sera plus intelligente que nous pour imaginer la suite. Oui, alors la Terre est absolument pas en danger. Moi, ça me fait grincer des dents quand j'entends ça, parce qu'en fait, ça fait dévier, ça détourne l'attention de là où elle devrait être. La planète, elle s'en fout. Et je dis ça toujours de la même manière parce que elle s'est adaptée à tout. Il y a eu des périodes où elle était plus chaude, des périodes où elle était plus froide. C'est ce qu'elle fait. Et si elle devient Mars, c'est pas bien grave. Et voilà, ce qui est en train de disparaître, c'est l'environnement qui était favorable à l'humanité telle qu'on est aujourd'hui, qui nous a amenés jusqu'à maintenant. Donc la politique de l'autruche avec la tête dans le sable, bon bah d'accord, mais c'est nous qui allons en pâtir, personne d'autre. Enfin, une grande partie de la biosphère aussi qu'on entraîne avec nous, malheureusement. Mais les catastrophes écologiques, c'est pas la première fois que la Terre en subira une. Hein. Je voulais qu'on parle de dimension aussi, du coup, cet autre livre, le premier roman, là pour le coup. Qu'est-ce que permet la fiction ? Parce que là aussi vous parlez d'espace, vous parlez de vie ailleurs dans l'univers qui pourrait soit être un danger, soit nous aider. Qu'est-ce que vous avez pu raconter grâce à la fiction que vous ne pouvez peut-être pas avec des livres plus scientifiques? Alors il y a plusieurs choses formidables que la fiction elle permet. Le premier, c'est d'amener donc des grands thèmes de la recherche actuelle qui sont des recherches vraiment à l'avant, qui sont encore des hypothèses, qui sont même pas des théories, mais qui semblent en ce moment, il semble y avoir une convergence de la recherche de la vie dans l'univers, en particulier sur les notions de nature de la vie qui sont basées sur la physique quantique. La physique quantique, donc, et la neuroscience qui commence à discuter cette notion de conscience qui était bien installée. Donc, c'est la toile de fond. Et j'utilise ça comme
le panorama, si vous voulez, pour l'histoire, mais à aucun moment je ne parle de science. C'est pas une thèse de physique quantique ou de neurosciences, etc. Ça sert de toile de fond pour l'histoire. Et pour moi, Dimension, ça a été la possibilité de faire une expérience de pensée et de justement prendre cette convergence et de la pousser le plus loin possible. Et ça, c'est pour une chercheuse, c'est formidable parce que du moment que je conserve l'intégrité de cet univers que je crée pour mon histoire, à ce moment-là, je peux la pousser où je veux. C'est de la fiction, j'ai pas à justifier. Bien que je dois dire que les parties historiques qui sont citées dans le texte, ou même la science, qui fait partie de cette toile de fond, sont ce qu'on pense aujourd'hui pour les théories les plus avancées. Donc la seule partie qui est science-fiction dans ce livre, c'est effectivement la présence de 2 entités, ou 3 même, qui sont un peu différentes, dirons-nous, et qui interagissent avec des terriens dans un mystère qui est relié à Léonard de Vinci. On peut en parler de la présence de Léonard de Vinci. Pourquoi ? Il y a une raison, il n'est pas là par hasard. Et c'est un mystère d'un groupe de personnes, que ce soit des chercheurs, des enquêteurs, et même ces entités qui courent après des objets qui se sont écrasés dans le désert d'Atacama et qui reflètent des symboles qui étaient dans les carnets de Léonard de Vinci. Parce que justement, lui interroge déjà un peu ce technosystème. Et c'est exactement ça. C'est en particulier la raison pour laquelle il y a le nautile avec la spirale sur la couverture, c'est cette notion de cycle. La raison pour laquelle Léonard de Vinci se trouve dans cette histoire, c'est qu'il a été confronté exactement au même questionnement que nous à l'heure actuelle, dans une dimension différente. Et là, je ne parle pas de dimension spatiale, mais un questionnement, si vous voulez. La magnitude était différente. Mais quand Léonard de Vinci est vivant, l'imprimerie a été inventée un petit peu moins de 100 ans auparavant, et donc l'information commence à circuler, pour ce qui est à cette époque-là, à toute vitesse, comparé à ce qui se passait auparavant. C'est une vraie révolution. Voilà, c'est une révolution de l'information, un petit peu comme on voit aujourd'hui, nous, avec Internet. Il est à la pointe de la technologie, bien évidemment. Il crée des machines absolument visionnaires. Et en même temps, c'est un naturaliste. C'est quelqu'un qui a une vision un petit peu hermétique, dans le sens alchimie, hermétisme, etc. C'est-à-dire qu'il a cette conscience de la notion de l'unité du tout. Et ça, c'est quelque chose qui revient. Donc, cette coévolution, quelque part, il ne parle pas de coévolution, mais il parle de l'unité du tout, c'est-à-dire de la relation entre l'environnement et la vie. Il a déjà ça en tête, il l'écrit. Il y a des phrases entières de Léonard de Vinci qui se trouvent dans le livre, parce que je n'ai pas eu besoin de les inventer. Elle est clairement dans la direction de ce que je voulais dire. Et lui, il se dit, qu'est-ce qui va se passer lorsque l'humanité sera assujettie à ces technologies? C'est déjà la relation des humains entre eux, déjà, qui questionne. Et ensuite, la relation des humains à la nature, parce qu'il dit qu'est-ce qui va se passer quand on aura besoin de maintenir cette technologie. Et il a déjà ce questionnement, et en même temps, c'est un naturaliste, c'est un artiste, c'est un philosophe, c'est un polymathe. Et en même temps, il a des tas de contradictions, c'est un être humain. En même temps qu'il voit ça, il invente des machines de guerre, il transforme l'environnement lui-même, il est amené à faire de l'ingénierie. Donc c'est un humain plein de contradictions qui fait face à ce moment-là à quelque chose qui est en train de changer. L'humanité est en train de passer un seuil. Ou enfin, la technologie va commencer à changer la destinée humaine. C'est plus quelques outils qu'on utilise pour vivre tous les jours. C'est des machines qui vont changer la manière dont on fait l'agriculture. C'est des machines qui vont changer la manière dont on fait la guerre, dont on se déplace, etc. Il a déjà entrevu tout ça. Et donc, c'est pas pour rien qu'il y a une entité qui vient le prévenir des choix et des décisions. Et lui, il note ça peu de temps avant sa mort. Et les symboles qu'il laisse et les messages qu'il laisse, on les retrouve 500 ans plus tard dans le désert d'Atacama. Et c'est là que toute l'histoire commence pour essayer de retrouver des objets qui sont très, très importants pour l'avenir de l'humanité. Dans ce podcast, je pose souvent une question qui est: quel événement spatial vous rêvez de vivre ? J'imagine que pour vous, c'est ce moment où on va découvrir qu'il y a peut-être de la vie ailleurs, sous une forme ou une autre. C'est quoi peut-être le meilleur candidat pour vous ? C'est difficile à dire parce que on a mis beaucoup d'efforts à explorer le système solaire. Et je crois qu'il
Il y a quelques bons candidats à l'heure actuelle, ne serait-ce que de penser au fait qu'il y a 10 ans seulement, on pensait qu'il n'y avait qu'une seule planète océan dans le système solaire. Aujourd'hui, on en est à 17. Il n'y en a que 2 qui ont des surfaces liquides. C'est Titan et la Terre, mais la Terre, c'est de l'eau, et Titan, c'est des hydrocarbures liquides. Mais on a autrement une quinzaine de mondes océans, avec des océans souterrains. Il y a les habituels, il y a Europe, Encelade, Titan. La révolution en 2015, c'était véritablement de s'apercevoir que ce qu'on croyait être une petite boule glacée sans aucun intérêt au fin fond du système solaire, je parle de Pluton bien évidemment, s'est révélé être un monde dynamique dans lequel effectivement c'est un autre monde océan. On a un océan primitif qui date probablement du tout début de l'histoire de la planète, quand le cœur était encore suffisamment chaud. Et même ces lunes pourraient être intéressantes, ouais. Oui. Donc aujourd'hui, c'est une abondance de richesses astrobiologiques. On a la mission JUICE et Clipper qui sont en route vers Jupiter pour comprendre l'habitabilité de ces lunes comme Europe, etc., et Ganymède et d'autres. Sur Mars, c'est la planète la plus proche, donc avec laquelle on a le plus peut-être d'affinité, etc. Ça peut venir de n'importe où. Les exoplanètes, ça va être un petit peu plus difficile parce que malgré tout, contrairement au système solaire, si on veut vraiment se donner la peine, on peut ramener des échantillons du système solaire. Ça coûte cher, etc. C'est compliqué, mais on peut le faire. C'est chez nous, c'est notre voisinage. Les exoplanètes sont vraiment très très loin, et donc les preuves qu'on peut avoir, ce sont des preuves qui sont, enfin des évidences, des données de spectroscopie. Et le problème, c'est qu'on ne connaît pas l'environnement. Comme je vous ai dit, on ne cherche pas la vie, on cherche une coévolution. C'est même pas une équation à 2 inconnus, parce que c'est une fusion. Et donc, si vous ne connaissez pas l'environnement, c'est difficile d'extraire la signature de la vie. On peut me dire, il y a de la phosphine, il y a cette molécule, etc. Il n'y a rien qui me prouve que l'environnement tout seul ne peut pas la créer. Il faudrait trouver de la pollution, en fait. Les molécules de synthèse, des déséquilibres dans certaines émissions, par exemple thermales, infrarouges, etc., qui nous diraient que l'environnement tout seul peut pas la maintenir. C'est ça. Ça, ce serait le genre de question. Si, par exemple, on voit d'un seul coup apparaître du méthane, de l'oxygène, un certain type de carbone, que vous avez aussi des isotopes qui sont là et qui se maintiennent dans le temps. C'est la même chose qu'aurait fait dire à un extraterrestre il y a 2,5 milliards d'années. Il y a de l'oxygène qui commence à être pompé dans l'atmosphère de cette planète et il se maintient. Et ça, l'atmosphère tout seul peut pas nécessairement le faire. Il doit se passer quelque chose. Donc, il y a des indices, mais ce sera vraiment très difficile de dire. Et c'est encore la marque du sceptique, là, de Carl Sagan, qui dit que malgré tout, comme on ne sait pas ce que c'est que la vie, même si on arrive à passer tous les échelons de cette échelle de la démonstration que quelque chose est vivant, qu'il y a de la vie, ça part de l'habitabilité et on doit démontrer tout un certain nombre de facteurs, et bien malgré tout, le point d'interrogation, il demeure. Alors pour les exoplanètes, c'est difficile parce qu'elles sont très loin, on n'a pas quelque chose de physique. Ce qui peut aussi arriver du jour au lendemain, c'est un signal. Oui. C'est qu'il soit dans la radio, que ce soit un signal laser, ça peut arriver n'importe quand. La soucoupe volante, c'est plus difficile parce que malgré tout, même la physique quantique, la vitesse de la lumière, ça demeure une barrière. Il y a des grandes distances dans l'espace. Alors bien évidemment, c'est notre connaissance aujourd'hui de l'univers. Peut-être qu'ils savent quelque chose qu'on ne sait pas. Mais ça demeure un petit peu plus difficile. Par contre, ce qui est toujours possible, c'est que... en fait, le midi de la production des étoiles, c'est-à-dire le moment où l'univers a commencé à produire le plus d'étoiles, c'était il y a 10 milliards d'années. Et donc, aussi des étoiles de type solaire qui commençaient à apparaître à ce moment-là. Mais il n'y a pas de raison que d'autres types d'étoiles ne nous donnent pas aussi des possibilités de vie. Là, je parle de la vie qu'on connaît. Mais il est possible qu'il y ait des civilisations qui soient apparues dans cette période-là, ce qui veut dire que c'est des civilisations très avancées. Et peut-être qu'elles ont lancé, il y a très longtemps, des objets dans l'univers. Ça peut arriver n'importe quand, mais il faut aussi savoir que quand on découvrira ces objets, on fera de l'archéologie cosmique. Ça reste toujours ça le problème. Même si on reçoit un signal, si c'est un signal qui est parti il y a 1000 années-lumière, ça fait 1000 ans qu'il est parti. Et donc, il faudra 1000 ans pour qu'on réponde. C'est pas vraiment une conversation, c'est juste pour dire on était là,
on existait. Qu'est-ce que ça dira de nous alors, si on découvre ça? Ça dit déjà, ça répond à une question, déjà, une des plus grandes questions philosophiques que l'humanité s'est posée depuis le début, sommes-nous seuls dans l'univers? Celle-là, on pourra faire d'accord. Maintenant, pouvoir converser avec une autre espèce dans l'univers, ce serait quand même un rêve assez fabuleux, parce que on pourrait enfin mettre en commun. Ce que j'espère, moi, c'est qu'ils nous apporteraient un éclairage différent, et probablement parce qu'eux aussi seront le résultat de leur coévolution. Ils seront nécessairement différents de nous. Ça veut dire qu'ils approcheront les questions différemment. Ils se posent probablement la même. S'ils ont envoyé quelque chose, c'est: est-ce qu'on est tout seul ou est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc, il y a au moins ça qui nous rapproche. Il y a les lois physiques de l'univers qui nous rapprochent. Essayer de comprendre le pourquoi. Parce que je dis toujours, on peut toujours travailler à comprendre le quoi, le comment, le où. Le pourquoi, ça demeure quand même la question qui est dans toutes les têtes, que ce soit scientifiquement, philosophiquement, religieusement. Les gens l'approchent, cette question-là, de la manière qui leur semble la plus personnelle. Et ce serait vraiment intéressant de voir une autre civilisation qui n'a absolument rien en commun avec nous, pas une seule seconde de coévolution avec notre espèce. Comment ils approchent cette question? Quelles conclusions ils en ont tiré? Ça me fascine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Nathalie Cabrol d'avoir participé à cet épisode. Son livre Chronique d'une planète habitée est disponible aux éditions J'ai lu. Dans un tout autre style mais tout aussi passionnant, son roman Dimension est disponible chez Julliard. Avec elle se termine la première saison de C'est ton espace. On espère que cet épisode là encore vous a plu. N'oubliez pas des étoiles, des commentaires pour que d'autres puissent découvrir ce podcast. Pensez aussi à écouter les épisodes précédents si c'est pas déjà fait. Et nous on prépare une nouvelle saison avec des nouveaux invités qu'on espère inspirants, toujours passionnés d'espace, alors à très vite.